Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler d'énergie. Alors qu'est-ce que l'énergie? On a tous une idée un petit peu vague mais relativement bonne de ce que c'est que l'énergie. On a quand même tendance à confondre des notions qui sont apparentées à l'énergie mais qui sont quand même distinctes. Par exemple, on peut confondre l'énergie et la puissance. Dans le langage commun, on peut parfois utiliser énergie à la place de, je sais pas, peut-être même à la place de vitesse. Si vous dites qu'un corps a une certaine vitesse, vous pouvez dire qu'il a une certaine énergie. Et c'est vrai en fait, il y a un lien entre la vitesse d'un corps et son énergie. Si vous envoyez un corps avec une certaine vitesse enfin, sur un mur, il peut faire des dégâts, et s'il a plus de vitesse, il fera plus de dégâts. Et donc, alors, il y a effectivement cette notion quantitative dans l'énergie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus d'énergie ou moins d'énergie, mais effectivement, l'énergie peut être associée à un corps qui est en mouvement, mais l'énergie peut être associée aussi à des choses qui ne sont pas en mouvement. Par exemple, je ne sais pas si vous mettez un litre d'essence dans votre voiture, l'essence contient de l'énergie, on le sait, enfin d'une certaine façon elle est capable de provoquer un mouvement, de mettre en mouvement la voiture. Nous-mêmes on a de l'énergie, si je monte sur mon vélo et que je commence à pédaler, le vélo se met en mouvement et donc le vélo acquiert de l'énergie. Et donc on sent bien qu'il a fallu, que moi-même je fournisse un certain effort. Donc l'énergie est aussi liée à l'effort. Toutes ces notions sont un peu mêlées dans le langage commun, et c'est bien normal parce que la plupart du temps on n'a pas tellement besoin de les distinguer. Mais c'est important de comprendre quand même la différence. D'abord, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. On parle de problèmes avec le changement climatique, on parle d'énergie propre, d'énergie verte. Je ne savais pas que l'énergie avait une couleur, enfin. Mais en tout cas, on parle de production d'énergie, de consommation d'énergie. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue physique, la notion de production d'énergie n'a pas le moindre sens. En fait, on ne peut pas produire d'énergie parce que précisément, un des aspects extrêmement essentiels de l'énergie, en fait, l'aspect qui définit l'énergie, c'est que précisément, on ne peut ni la produire ni la consommer, l'énergie se conserve toujours intégralement. Il n'y a jamais de perte d'énergie, c'est-à-dire si un corps qui a une certaine énergie associée à sa vitesse perd cette vitesse, elle perd l'énergie qu'elle avait associée à sa vitesse, puisque si un corps a une vitesse et s'arrête, il n'y a plus d'énergie liée à la vitesse, il n'y a plus de vitesse. Dans un certain référentiel, ne rentrons pas pour l'instant dans ces subtilités. Essentielles, mais... donc si un corps s'arrête et perd son énergie, en fait, l'énergie, forcément, s'est retrouvée quelque part. Mais ça, comprendre ça, ça a été une conquête de la physique qui n'a pas été totalement immédiate. Et effectivement, l'une des difficultés liées à la notion d'énergie, c'est qu'elle peut se trouver précisément sous plusieurs formes. Et du coup, c'est quelque chose d'assez abstrait. On peut avoir de l'énergie sous forme, en fait, oui, dans un litre d'essence. C'est quoi l'énergie qu'il y a là-bas? Alors, c'est une énergie sous forme chimique, en fait, et qui peut être libérée sous une autre forme, justement, transformée en une énergie mécanique, comme on dit, liée, par exemple, à la vitesse de votre voiture. Il peut aussi y avoir de l'énergie sous une forme électrique. Quand vous avez une batterie dans votre téléphone, ou dans votre voiture à nouveau, il y a de l'énergie associée. Et pourtant, il n'y a pas de mouvement, d'accord? Une batterie, il n'y a pas de choses en mouvement associées à cette énergie, mais il y a de l'énergie sous une autre forme. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez abstrait. En fait, c'est quelque chose de totalement abstrait. Mais il ne faut pas avoir peur de cette abstraction. En fait, on a tout à fait l'habitude de ce genre de notions abstraites. Et une très bonne analogie, jusqu'à un certain point bien sûr, de la notion d'énergie, c'est la notion d'argent en fait. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Si on demande c'est quoi l'argent, l'argent, c'est quelque chose qui permet d'acquérir un objet, par exemple. Donc c'est défini plutôt par ce que ça permet de faire, plutôt que par ce que c'est. Parce que ce que c'est assez abstrait précisément. Parce que ça peut se trouver aussi comme l'énergie sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir un billet de banque, vous pouvez avoir une pièce de monnaie, vous pouvez avoir un lingot d'or. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais
Vous pouvez avoir de l'énergie, de l'argent sous forme d'une œuvre d'art, par exemple, qui est estimée à une certaine valeur. Et puis, donc, avec de l'argent, vous pouvez donner de l'argent à la boulangerie et on va vous donner une baguette. Mais du coup, il y a de la valeur dans la baguette, en fait, qui correspond à l'argent. Alors, la différence avec l'énergie, c'est que, contrairement à la valeur d'un objet qui est toujours un peu relative, et puis on a l'impression qu'une fois qu'on a mangé la baguette, il n'y a plus trop de valeur, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on avait, comme si on avait perdu l'argent. Mais donc l'énergie, au contraire, se conserve. Mais il y a quand même cette idée qu'elle est sous différentes formes et que ce qui compte, ce n'est pas la forme sous laquelle elle se trouve, c'est justement c'est ce qu'elle permet de faire. De même que l'argent permet d'acquérir des choses, en fait, l'énergie permet d'induire des transformations. Alors, une transformation, ça peut être un mouvement, donc de l'énergie peut, c'est-à-dire une transformation, par exemple, cet objet est là, je l'amène là, il y a eu une transformation, et en fait, il a fallu mettre en œuvre de l'énergie qui n'est pas perdue, comme je l'ai dit, mais on va y revenir, mais néanmoins qui doit passer précisément d'une forme à une autre. Alors, l'énergie est très liée, en fait, a été introduite en physique à travers la notion de travail. Peut-être je vais noter ce mot. Alors, ça aussi, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. La notion de travail est une notion qui, en physique, est une notion technique, donc très précise, qui est liée, en fait, à l'application d'une force associée à un mouvement. C'est-à-dire que si je prends ce corps et je veux le monter à une certaine hauteur, eh bien, si je fais rien, il n'y va pas tout seul, on est bien d'accord. Donc je dois appliquer une force. Et j'applique une force associée à un certain déplacement. Et donc le travail, en fait, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, c'est la force multipliée par le déplacement. C'est-à-dire que si j'exerce une force 2 fois plus grande, le travail sera 2 fois plus grand. C'est assez naturel, en fait. C'est pas pour rien qu'on a pris ce mot-là. Ça recouvre beaucoup d'aspects de la notion de travail ordinaire. Donc, si j'applique une force 2 fois plus grande, je produis un travail 2 fois plus grand. Et de même, si cette force est appliquée pour produire un déplacement 2 fois plus grand ou 3 fois plus grand, alors le travail sera 2 fois ou 3 fois plus grand. Donc ce travail est proportionnel à la force et au déplacement à la fois. Bon, ça c'est le travail mécanique. Mais alors, là où en fait on commence à toucher du doigt cette fameuse conservation de l'énergie, c'est que si je prends ce corps, donc j'exerce une force pour le porter à une hauteur plus grande. Donc j'ai effectué un travail, plus exactement la force que j'ai déployée, que j'ai développée ou que j'ai mise en œuvre a produit un certain travail. C'est comme ça qu'on parle en physique, on dit c'est pas moi qui travaille, c'est la force qui travaille. Bref. Donc un certain travail a lieu. Et je me retrouve maintenant dans une situation où le corps n'est pas au même endroit, il y a eu une transformation. En ce sens, je peux effectivement dire que de l'énergie a été mise en œuvre ou mise en jeu pour effectuer une transformation, puisque précisément l'énergie, c'est le facteur, c'est ce qui permet la transformation, quelque transformation que ce soit, et c'est ça qu'on a découvert plus tardivement. Donc j'ai modifié le système, j'ai effectué une transformation, de l'énergie a été mise en jeu. Je peux calculer précisément l'énergie, c'est-à-dire le travail, en l'occurrence, de la force lors de ce mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce nouvel état du monde, si je lâche le corps, eh bien, il retombe. C'est-à-dire que dans cet état du monde-là, où il n'y a pas de mouvement, dans cet état du monde, en fait, il y a encore de l'énergie, puisqu'il y a capacité à induire en mouvement. Et si je lâche le corps, effectivement, le mouvement a lieu, et on voit que de l'énergie, ça veut dire que donc il y avait quand même de l'énergie. Elle ne se voit pas parce qu'elle n'est pas associée à un mouvement, mais il y a de l'énergie. Un autre exemple peut-être plus parlant, si vous prenez un ressort, vous étirez le ressort. Il faut effectivement faire un effort, donc appliquer une force sur un certain déplacement, et plus vous étirez le ressort,
plus il faut fournir d'efforts. Et en fait, on voit bien qu'il faut plus d'énergie pour étirer le ressort plus loin. Cette énergie qu'on a mise en jeu, elle n'est pas perdue. Vous savez bien que si vous lâchez le ressort, il revient. Et donc, en fait, il y a de l'énergie bien qu'il n'y ait pas de mouvement. Alors, c'est ce qu'on appelle, on fait la distinction en physique entre l'énergie cinétique, associée à un mouvement, donc associée en fait à la vitesse des corps, et l'énergie potentielle, c'est-à-dire, il y a une possibilité de mettre un corps en mouvement ou d'induire une transformation quand on élargit encore plus la notion d'énergie. Donc, j'étire un ressort et là, il y a de l'énergie en fait encore sous forme qu'on appelle donc potentielle. Il y a une potentialité d'induire une transformation et de fait, le ressort peut, par la force qui est associée à la structure de la matière une fois qu'elle est étendue, etc. Je ne rentre pas encore une fois dans les détails physiques fondamentaux là, mais il y a dans l'état du système de l'énergie potentielle, c'est-à-dire une capacité à induire un mouvement. Donc finalement, l'énergie, c'est une capacité à induire un mouvement. Mais il y a d'autres types de transformations que des changements de lieu ou que des accélérations, c'est-à-dire qu'une mise en mouvement des corps. Alors, il y a l'énergie latente, potentielle, dont je parlais, susceptible d'induire donc un mouvement, et puis il y a de l'énergie, en fait, susceptible d'induire peut-être une transformation de la matière elle-même. En fait, dans une réaction chimique, vous avez une transformation qui a lieu. Vous aviez certains éléments chimiques, et puis à l'issue de la réaction chimique, eh bien, vous en avez d'autres. Si vous faites une combustion, je ne sais pas, vous allumez une bougie, la cire de la bougie disparaît. Il y a eu une transformation chimique et en fait, il y a de l'énergie associée à toutes ces transformations. C'est en vérité la définition de l'énergie, mais que d'induire la transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'énergie donc se conserve. Alors je vais prendre cet exemple qui est que par lequel on a peu à peu découvert qu'effectivement, il y a derrière cette notion d'énergie une notion de conservation qui non seulement qui est vraiment fondamentale. Si je prends cette balle et que, donc, en fait, le fait que cette balle soit à une certaine hauteur là, par rapport au sol est associé à une énergie potentielle de la balle, on appelle ça l'énergie potentielle de pesanteur, parce qu'en fait, il y a une force de pesanteur qui s'exerce sur la balle. De fait, si je la lâche, elle va tomber. Et cette force, en fait, peut mettre en mouvement le corps et donc peut travailler lors du déplacement de ce corps. Effectivement, cette force travaille. Et vous voyez que la balle est remontée. Donc, en fait, il y a... donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai de l'énergie latente, de l'énergie potentielle, une capacité de mettre en mouvement le système, ce corps-là, du fait de la configuration générale du système. Cette énergie, en fait, en quelque sorte, la preuve qu'elle existe, c'est qu'elle met effectivement le corps en mouvement. Et du coup, l'énergie mise en jeu pour le mettre en mouvement, en fait, on pourrait se dire, mais alors du coup, elle est perdue. Non, précisément parce qu'elle a mis le corps en mouvement et que maintenant le corps a une certaine vitesse. Et à cette vitesse est associée une énergie, justement. Et alors, on peut montrer par un calcul direct que, en fait, l'énergie perdue dans cette capacité, enfin, si vous voulez, plus le corps est élevé dans un champ de pesanteur, plus son énergie latente est grande, parce qu'effectivement, il va pouvoir donner lieu à un mouvement à une vitesse de plus en plus grande. Donc, l'énergie potentielle liée à la pesanteur, à la force de gravitation, est plus grande quand le corps est plus haut. Donc, lorsque le corps chute, eh bien, cette énergie est de plus en plus faible, oui, mais l'énergie associée à la vitesse, l'énergie cinétique, est de plus en plus grande. Et en fait, ça se compense parfaitement, vraiment parfaitement. Alors, cependant, quand je fais cette expérience et que je vois que le corps remonte à une hauteur plus basse, là, au début, il n'a pas de vitesse, donc il a juste cette énergie potentielle de pesanteur, cette énergie latente, puis à la fin, il a à nouveau une énergie potentielle latente. Quand il est en haut de sa trajectoire ici, il n'a plus de vitesse, donc il n'a plus que cette énergie, et on voit bien que donc, il y a eu de l'énergie qui a été perdue, il est remonté moins haut. Alors, effectivement, ça tente à
à induire l'idée qu'il y a de l'énergie qui peut se perdre. Alors en fait, ce qu'on a découvert petit à petit, c'est que lorsque l'énergie semble se perdre, c'est simplement qu'elle se retrouve sous une autre forme. Et là, en l'occurrence, lorsque la balle rebondit sur le sol, en fait, alors d'abord, il y a une déformation de la balle qui se produit avec, d'abord, vous l'avez entendu probablement. Donc le simple fait que vous l'entendiez montre qu'il y a des ondes sonores qui se sont propagées. Il y a de l'énergie associée à ces ondes sonores, parce que l'onde sonore, c'est une oscillation des molécules de l'air, et donc il y a un mouvement. Donc en fait, le mouvement de la balle s'est transformé en mouvement des molécules de l'air. Mais pas uniquement. Il y a eu aussi au moment du choc sur la surface un échauffement. Hein, vous savez bien que quand vous applaudissez longtemps, au bout d'un moment, vous avez chaud aux mains. Ça chauffe tout simplement parce que l'énergie cinétique, l'énergie liée au mouvement de vos mains, qui disparaît quand je fais ça, elle se retrouve quelque part. Elle est passée à une autre échelle. Et alors, ce qui est vrai, en l'occurrence, en grande partie, en chaleur. Donc, il y a de l'énergie associée à la chaleur également. Donc, ça, c'était intéressant. C'est encore une autre forme d'énergie. Et en fait, petit à petit, on a découvert, on a mis au jour des formes d'énergie. En fait, les formes d'énergie, enfin, toutes les formes d'énergie, c'est-à-dire un éventail complet de formes d'énergie, permettant de voir que l'énergie se conserve effectivement de façon extrêmement stricte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, tiens, c'est formidable, c'est magique, mais du coup, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'un jour, on ne pourra pas trouver des formes différentes? Alors, ce qui est très intéressant, c'est au niveau de la physique, c'est qu'il y a un théorème mathématique, théorème de la très grande mathématicienne Émile Noether, une des plus grandes mathématiciennes de l'histoire. Ce théorème était considéré par Einstein comme le théorème mathématique qui a la plus grande portée en physique. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait profond et à la fois de très élémentaire une fois que c'est énoncé. Ce théorème nous dit qu'à chaque symétrie de la réalité physique, à chaque symétrie du monde est associée une certaine grandeur qui se conserve. Et il y a une symétrie fondamentale, en tout cas pense-t-on, dans la réalité physique, c'est que les lois de la physique ne dépendent pas du temps. C'est-à-dire qu'elles sont les mêmes à chaque instant, c'est-à-dire si je fais une certaine expérience maintenant et que je fais la même expérience plus tard, le résultat va être le même, parce que les lois de la physique sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant privilégié où le monde, les lois du monde sont quelque chose maintenant, mais avant c'était autre chose. D'ailleurs, on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire si les lois du monde changent. Bah, du coup, ce n'est pas une loi du monde. Hein. Donc en fait, c'est vraiment inhérent à cette notion même de loi physique. Et par ailleurs, on peut concevoir des lois qui changent, mais à ce moment-là, expliquer le monde, ce serait expliquer comment la loi change. Et cette loi-là qui dit comment les lois changent, elle ne change pas. Et donc ce serait elle, la loi du monde. Donc la loi du monde, si tant est qu'il y en ait, bien sûr, mais forcément ne dépend pas du temps. Et donc, c'est donc une symétrie très profonde, indépendamment de la structure, de la réalité physique, de son contenu, de quels sont les ingrédients du monde, etc. Indépendamment de tout ça, il y a une invariance, on dit par translation dans le temps, c'est-à-dire il y a une invariance des lois au cours du temps. Eh bien, à cette invariance, le théorème de Noether associe la conservation d'une quantité, et cette quantité, c'est précisément l'énergie. Donc c'est tout à fait fascinant. Donc ce théorème, c'est début XXe siècle, hein. Donc c'est bien plus tard, bien après avoir formulé les lois de conservation de l'énergie, etc. C'est tout à fait fascinant de voir que précisément la symétrie d'invariance au cours du temps est précisément celle qui est associée à la conservation de l'énergie, dont la caractéristique et dont la définition en réalité est qu'elle se conserve au cours du temps. Et donc, c'est plus la peine de chercher s'il n'y a pas moyen de créer de l'énergie à partir de pas d'énergie ou au contraire de faire disparaître de l'énergie qu'il y aurait. Non, l'énergie par définition, c'est ce qui se conserve. Voilà. Donc encore une fois, c'est abstrait, mais pas plus abstrait que l'argent n'est abstrait, hein. Mais ce n'est pas virtuel. C'est-à-dire que ça a des effets concrets, c'est-à-dire que c'est réel au sens où, aussi abstrait que ça puisse être, parce que précisément c'est indépendant de la forme que ça peut prendre, ça
c'est associé à des transformations physiques réelles. Alors, l'autre élément que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est précisément la transformation de l'énergie d'une forme à une autre. Parce que quand on dit, j'ai dit au tout début, produire de l'énergie, ça n'a pas de sens. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que pour produire de l'énergie, c'est pour disposer d'une certaine énergie, mais en fait, il faut déjà l'avoir. L'énergie se conserve. Vous ne pouvez pas fabriquer de l'énergie si vous n'en avez pas. Donc, on peut juste transformer l'énergie, c'est-à-dire passer d'une forme à une autre. Alors, quelles sont les formes d'énergie? On a évoqué la forme associée à la vitesse, l'énergie donc cinétique, comme on dit. On a évoqué des énergies donc potentielles, pas associées à un mouvement. Donc, le fait qu'un corps soit très haut dans un champ de pesanteur fait qu'il y a une force gravitationnelle latente qui peut mettre en mouvement, et donc il y a de l'énergie associée à ça. J'ai parlé aussi de l'énergie potentielle qu'on appelle l'énergie élastique. Et pour cause, quand vous étirez un ressort, ou d'ailleurs si vous le comprimez, il a envie de repousser. Donc il y a de l'énergie associée à ça. J'ai évoqué l'énergie chimique, l'énergie d'un litre d'essence, et puis il y a de l'énergie sous une forme aussi qui nous est extrêmement familière, par exemple la nourriture, en fait. Si je monte sur mon vélo et que je mets en mouvement le vélo en pédalant, en fait, j'exerce une certaine force associée au mouvement de la pédale, donc j'exerce un travail. Ce travail met en mouvement le vélo, et donc je transforme cette énergie latente que j'avais, ce travail a mis en mouvement le vélo, du coup maintenant le vélo a une énergie cinétique sous forme de vitesse, mais d'où vient l'énergie au départ? Alors oui, c'est moi j'ai exercé un effort, j'ai mis en œuvre une certaine force au niveau de mes cuisses, etc. Mais donc c'est une force qui est dans mes muscles, mais elle est sous quelle forme là? Alors elle est sous forme chimique en fait. Et donc il y a une transformation chimique qui qui libère de l'énergie qui était précisément sous forme chimique, sous forme latente, sous forme potentielle aussi en fait, et qui est libérée pour produire un mouvement, induire une contraction de certaines de cellules musculaires en l'occurrence qui vont tirer sur le mollet ou sur le tibia quand le mollet se raccourcit, etc. Et donc vous voyez qu'il y a toute cette transformation de l'énergie, mais d'où vient l'énergie chimique contenue dans les cellules musculaires essentiellement? Eh bien en fait elle vient de l'alimentation, et elle est aussi sous forme chimique dans l'alimentation. Mais d'où vient l'énergie qui est sous forme chimique dans l'alimentation? Si je mange un morceau de pain pour me nourrir, et effectivement en me nourrissant, en mangeant un morceau de pain, j'acquiers une possibilité de faire un mouvement, et donc j'acquiers de l'énergie. D'où vient l'énergie qu'il y a dans le bout de pain en fait? Eh bien cette énergie, elle vient du blé, mais d'où vient l'énergie qu'avait le blé? Eh bien finalement elle vient de l'énergie solaire. C'est le soleil qui fait pousser la plante, et elle ne fait pas juste pousser la plante, elle transforme, elle induit des transformations chimiques qui vont porter les molécules présentes, d'abord qui vont transformer les molécules, et induire des réactions chimiques, c'est-à-dire recombiner différemment les atomes, et les mettre dans une combinaison justement qui, intrinsèquement, est porteuse de plus d'énergie, c'est-à-dire a cette capacité de, par exemple, se retransformer en un autre assemblage d'atomes, d'autres molécules, qui auront intrinsèquement moins d'énergie, et la différence d'énergie entre l'énergie du blé, j'en étais à l'énergie des constituants avant l'action du soleil sur le blé, et l'énergie après, en fait, cette différence d'énergie est précisément égale à ce que le soleil a fourni comme énergie. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'énergie, parce que l'énergie du soleil, c'est quoi en fait? C'est de l'énergie qui est dans la lumière. Ben oui, la lumière chauffe, si on se met au soleil, on voit bien qu'il y a ça chauffe, et associé à cette chaleur, il y a de l'énergie. Donc vous voyez, toutes ces formes d'énergie ne cessent de passer d'une forme à une autre, mais au fond,
Ce qu'on appelle l'énergie, c'est précisément ce qui ne se transforme pas dans une transformation. Donc l'énergie, c'est ce qui est associé à une transformation, ce qui permet une transformation, en fait, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir 1000 types, on vient d'en voir quelques-uns. L'énergie, c'est ce qui permet une transformation, mais c'est précisément ce qui, dans toute transformation, ne se transforme pas, ne varie pas. C'est-à-dire, se transforme de forme, mais ne varie pas. C'est-à-dire, si je vous donne un billet de 10 € et que vous me rendez 10 pièces de 1 €, il y a eu un changement de forme de l'énergie, enfin de l'argent, mais justement, les 10 €, c'est quoi l'argent? Comment définir l'argent? C'est abstrait. Les 10 €, c'est pas les pièces, c'est pas le billet, mais c'est précisément ce qui ne s'est pas transformé lorsque j'ai changé un billet de 10 € en 10 pièces d'1 €. Bon, bref. Donc cette analogie est importante, à ceci près bien sûr, que dans la physique, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de perte de valeur, il n'y a pas d'entourloupe. L'énergie, c'est l'énergie, elle se conserve strictement, à nouveau, en vertu du théorème de Noether et de l'invariance, comme on dit, par translation dans le temps, c'est-à-dire de l'uniformité du temps. Donc l'invariance des lois de la physique, donc l'uniformité du temps, c'est ce qui dit chaque instant se vaut. Et on le sent bien aussi que ce qu'on appelle un instant, si je vous dis maintenant, bah d'ailleurs je dis maintenant là, mais au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas le même maintenant. En fait, par contre, ça a un sens de dire il y a 5 minutes dans la vidéo, j'ai dit telle chose, et ce sera vrai pour vous aussi. Tout ça, c'est juste décalé dans le temps, mais évidemment, la référence initiale du temps n'a aucune incidence sur ce qui se passe. D'accord? La loi de la physique qui fait chuter ce corps, elle est la même pour moi là, maintenant, au moment où je parle, et pour vous, au moment où vous regardez la vidéo, là, maintenant. Donc, cette invariance par translation dans le temps, cette uniformité du temps qui fait qu'il n'y a pas un instant qui est différent d'un autre, cette propriété profonde est précisément ce qui est associé à la conservation de l'énergie, et donc l'énergie se conserve, point. Voilà. Donc c'est là où s'arrête évidemment l'analogie avec l'argent, mais c'est quand même une bonne analogie pour ce qu'il y a d'abstrait et pour le fait que c'est défini par ce que ça permet de faire en fait. Bien, alors, donc dernier élément que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est en quelque sorte faire un petit jeu de la transformation des énergies. Donc on dit qu'on produit de l'énergie, évidemment on ne produit pas de l'énergie, je pense que vous l'avez compris maintenant, on transforme de l'énergie d'une forme sous une autre. Alors quand on parle, malgré tout on dit tous les jours production d'énergie, alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, on entend production de l'énergie en fait utilisable pour nous, à des fins qui sont les fins humaines. Hein, donc quand je lâche ce corps et qu'il remonte plus bas, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Encore une fois, l'énergie, c'est pas perdu. J'ai chauffé le sol et j'ai chauffé la balle aussi. Mais cette énergie, je peux pas la récupérer. Je sais pas trop quoi en faire. Alors, un corps qui est chaud, en fait, on peut lui prendre un peu d'énergie. Mais pour des raisons thermodynamiques, sur lesquelles je reviendrai peut-être dans une autre vidéo, on ne peut pas retransformer toute l'énergie thermique, pour le coup, en énergie de mouvement qu'on pourrait souhaiter avoir, par exemple. Parce qu'en fait, toutes les formes d'énergie ne se valent pas dans l'usage qu'on peut en faire à notre échelle. Elles se valent à l'échelle microscopique, à l'échelle fondamentale, puisque l'énergie, c'est l'énergie. C'est complètement abstrait, indépendamment du support. Mais nous, espèces humaines engagées dans certaines activités, il y a des formes d'énergie qui nous intéressent et d'autres non. Et en particulier, on aime bien avoir de l'énergie pour pouvoir mettre des choses en mouvement ou effectuer des transformations chimiques de tel ou tel type, etc. Donc quand on dit on produit de l'énergie, en fait, c'est on récupère de l'énergie sous certaines formes pour les mettre sous une forme qui va être aisément utilisable pour nous. Et bien souvent, effectivement, pour nous, dans la société telle qu'on l'a construite ici, l'énergie utilisable, c'est bien souvent de l'électricité, en fait. Donc, quand on dit qu'on produit de l'énergie électrique, en fait, on transforme de l'énergie sous certaines formes pour la mettre sous forme électrique. Alors, comment on fait ça, soit dit en passant? Comment on crée, en fait, par exemple, un courant électrique qui ensuite va pouvoir être utilisé dans un moteur pour la transformer, cette énergie électrique, en un mouvement, par exemple? Eh bien,
Essentiellement, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail physique de la production d'énergie électrique, c'est-à-dire la transformation d'une certaine énergie en énergie électrique, mais grosso modo, sachez que si vous faites tourner un aimant à l'intérieur d'un bobinage électrique, d'un fil électrique bobiné sur lui-même, d'accord? Si vous faites tourner un aimant d'une bonne façon près d'un circuit comme ça, en fait, vous générez, par un effet qu'on appelle induction, vous générez en fait, un courant électrique et une tension électrique, et en fait un champ électromagnétique qui est associé à de l'énergie, etc. En tout cas, sous une forme qui est exploitable facilement par l'homme et pratiquement, puis on peut la propager sur des lignes à haute tension ou à moins haute tension, enfin sur des lignes électriques. Donc on peut transporter cette énergie facilement et en disposer. Vous voyez, vous avez une centrale énergétique quelque part, et nous on met notre grille-pain dans la prise de courant et ça chauffe. Donc on récupère l'énergie. Donc vous voyez à nouveau ce phénomène de transformation d'énergie. Donc prenons l'exemple d'une centrale. Comment l'énergie est produite dans une centrale? Eh bien, essentiellement, on fait tourner, disons, un aimant autour d'un circuit ou un circuit autour d'un aimant, peu importe. Vous mettez en mouvement quelque chose qui va transformer l'énergie en énergie électrique. Et après, cette énergie électrique, vous pouvez la réutiliser pour faire un autre mouvement. Alors, il y a des pertes à chaque fois. Le rendement n'est jamais 100%, justement parce que, de même que quand je lâche la balle, elle ne remonte pas exactement là d'où elle est partie, parce qu'il y a eu des pertes, ça s'est transformé en chaleur en particulier, puis en bruit, en son, enfin, etc. Et cette énergie, ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait de l'énergie sonore? Elle n'est pas perdue, elle va arriver sur le mur qui va en absorber un peu, ça va chauffer un petit peu, ça va se rebondir, etc. Mais après, nous, on ne peut pas en faire grand-chose. Bref, je suis trop long sur cette partie, je voulais juste vous faire ce petit jeu de regarder les types d'énergie qu'on utilise. Alors, prenons, je ne sais pas, une centrale au charbon. Que se passe-t-il? Eh bien, la centrale au charbon, elle brûle du charbon. Elle brûle du charbon, c'est-à-dire que dans le charbon, il y a en fait de l'énergie potentielle. C'est-à-dire qu'en faisant réagir ce carbone avec de l'oxygène, en fait, vous allez changer la configuration moléculaire, vous allez faire du CO2, malheureusement, on le sait bien, c'est un problème qui est un gaz à effet de serre, etc. Et donc, vous allez modifier la structure chimique des éléments en présence, et vous allez porter et en fait, en faisant ça, vous allez libérer de l'énergie qui était donc contenue potentiellement dans la structure chimique préalable. Cette énergie va essentiellement chauffer, enfin, disons, va se retrouver sous forme de chaleur. Vous allez par exemple pouvoir faire bouillir de l'eau avec cette chaleur, et du coup il y a de la vapeur qui va s'évaporer, et ça va faire un courant de matière, donc de l'énergie cinétique maintenant, qui va faire tourner une turbine, qui est précisément la turbine qui génère l'énergie, qui transforme l'énergie sous forme électrique. Donc vous voyez le processus. Mais alors d'où vient l'énergie du charbon? Bah en fait c'est dans le charbon lui-même, oui, mais d'accord, mais ça vient d'où originellement? Eh bien justement, en fait, on le sait, c'est le résultat de décomposition de matière organique des millions d'années auparavant. Mais cette énergie, elle venait d'où elle-même? Eh bien, on l'a vu, typiquement, c'est l'énergie que nous on a, mais qui vient des plantes, mais les plantes qu'on a mangées, ou de la viande qu'on a mangée, mais elle-même, d'où vient-elle? Et en fait, tout ça, on voit bien, vient d'une activité biologique, en fait, à la surface de la planète, qui vient elle-même, in fine, de l'énergie solaire. Et donc, par l'intermédiaire de l'énergie électromagnétique des photons qui sont venus du Soleil. Donc en fait, l'énergie du charbon qu'on brûle, c'est de l'énergie solaire. Alors, l'énergie solaire d'il y a longtemps, mais qui a été stockée sous différentes formes intermédiaires, et en fait, c'est de l'énergie solaire. L'énergie éolienne, c'est quoi l'éolien? Eh bien, l'éolien, on utilise le mouvement de l'air, donc c'est la force du vent,
donc la vitesse du vent, pour être précis, qui va pouvoir aussi faire tourner les pales de l'éolienne et mettre au cœur, faire tourner un petit circuit, une petite turbine qui justement va transformer en énergie électrique, etc. Alors d'où vient l'énergie du vent? Eh bien, l'énergie du vent, elle vient donc du mouvement des masses d'air. Mais qu'est-ce qui provoque ce mouvement des masses d'air? En fait, c'est aussi l'énergie solaire, in fine. C'est-à-dire que vous avez des endroits sur la planète où l'atmosphère est chauffée, alors avec l'air chaud qui monte, avec des mouvements atmosphériques. Je ne rentre pas dans les détails, vous savez qu'il y a des grands mouvements de convection qui viennent au niveau de l'équateur, et en fait, vous avez des endroits avec une pression supérieure à d'autres, et quand vous avez une pression plus grande ici que là, eh bien, du coup, ça pousse l'air par là, et ça le met en mouvement. Donc, vous voyez que l'énergie, en fait, la source de l'énergie, c'est vraiment l'énergie solaire. Quand on parle d'énergie éolienne, c'est de l'énergie solaire, mais reprocessée par l'écosystème physique de la planète. Donc en fait, le charbon c'est du solaire, l'éolien c'est du solaire, le solaire c'est du solaire, évidemment, si vous avez un panneau solaire, c'est du solaire. Quoi d'autre? Eh bien, alors, il y a l'énergie nucléaire, bien sûr. Alors l'énergie nucléaire, qu'est-ce que c'est l'énergie nucléaire? En fait, là, c'est de l'énergie qui n'est pas sous forme chimique, justement, mais sous forme nucléaire, c'est-à-dire c'est pas dans la structure, enfin, elle n'est pas liée à l'agencement des atomes dans certaines molécules, certains agencements étant plus énergétiques que d'autres. Là, c'est carrément l'agencement des noyaux des nucléons, c'est-à-dire des constituants des noyaux des atomes, au sein du noyau lui-même. Donc c'est pour ça que c'est nucléaire comme noyau. Donc en fait, vous avez des agencements de protons et de neutrons, essentiellement, pour ceux qui connaissent, mais je pense que c'est des notions très, très communes. Vous avez, par exemple, de l'uranium, je ne sais pas, de l'uranium 235, avec 92 protons et 235 moins 92 neutrons. Et cet agencement porte une certaine énergie, et de fait, il y a beaucoup d'énergie dans cet agencement, et si vous cassez le noyau d'uranium pour faire plusieurs petits bouts plus petits, d'accord, disons 2 gros puis plein de petits, ou voilà, enfin bref, ou 3 moyens, et bon, il y a plusieurs réactions qui peuvent se produire, mais en gros, vous avez beaucoup d'énergie là qui demande qu'à se libérer, et si vous l'aidez un peu, si vous voulez envoyer un neutron par exemple, ça va libérer l'énergie, c'est-à-dire ça va fabriquer d'autres noyaux d'atomes qui, en eux-mêmes, auront une énergie latente, potentielle, nucléaire, plus faible, et donc il y a de l'énergie qui est libérée, et de la même façon que quand vous brûlez du charbon, par exemple, ça va se retrouver sous forme de chaleur, vous allez faire bouillir de l'eau, qui va vous faire de l'eau ou autre chose, mais qui va vous faire tourner une turbine, comme le bouchon de la cocotte minute qui tourne par le jet de matière. Et puis si vous attachez un aimant et puis un circuit à ce dispositif, vous allez en faire de l'énergie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est de l'énergie, effectivement, là, sous forme nucléaire qui vient des noyaux d'atomes. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie? C'est intéressant, malgré tout, pardon, ça fait une vidéo un peu longue, mais c'est intéressant de passer un peu en revue tout ce qu'on a sous la main. Il y a l'énergie marémotrice. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'énergie marémotrice, vous savez, donc, il y a les marées, donc chaque jour, enfin toutes les 6 heures, il y a de l'eau qui s'en va, il y a de l'eau qui revient, donc il y a un mouvement de l'eau. Et effectivement, donc il y a de l'énergie sous forme cinétique associée à ce mouvement de l'eau. Et si vous mettez une turbine, quand l'eau s'en va, ça tourne, vous pouvez récupérer l'énergie électrique. Et puis quand l'eau revient, ça tourne aussi, et vous pouvez récupérer l'énergie à tous les coups. Ok, mais alors d'où vient cette énergie? Du mouvement de l'eau, d'accord. Mais d'où vient le mouvement de l'eau? Eh bien, le mouvement de l'eau vient de la force de gravitation associée à la présence de la Lune et du Soleil. Vous savez que les marées sont associées au mouvement de la Lune. Et donc, en fait, la matière du Soleil et la matière de la Lune attirent toute matière, attire toute matière. C'est ça la gravitation universelle. Donc, la matière de la Lune, la matière du Soleil attire l'eau, attire toute la matière de la Terre, mais de façon différentielle. C'est-à-dire, si vous avez la Lune ici, Lune,
et vous avez la Terre ici, eh bien, en fait, les points qui sont plus proches de la Lune sont plus attirés que les points qui sont plus loin, parce que l'attraction gravitationnelle décroît avec la distance, avec le carré de la distance même. Et donc, vous voyez que, évidemment, si la Terre est solide, rigide, absolument rigide, bah ok, en fait, il n'y aura pas de déformation. Mais l'eau, les océans sur la surface de la planète, eux, ils ne sont pas spécialement liés à la Terre, et donc s'ils sont plus attirés par là, bah, ils y vont. Alors tout ça est dynamique, c'est compliqué. Bon, il y a aussi, on est dans des référentiels qui ne sont pas galiléens, ça ne parle pas forcément à tout le monde ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des forces centrifuges qui peuvent jouer en jeu. Et puis c'est un processus dynamique, parce que le temps que l'eau vienne, pendant ce temps-là, la Terre a tourné, et donc en fait, du coup, c'est attiré ailleurs. Donc il y a tout un système qu'on comprend très bien, mais je veux dire que, enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails, on peut simplifier le problème. Le point clé dans ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est effectivement l'énergie gravitationnelle, en fait. C'est-à-dire, c'est la même énergie de pesanteur que celle-là, qui fait que deux corps à une certaine distance l'un de l'autre, en fait, ont de l'énergie du fait même qu'ils sont massifs et qu'il y a une force de gravitation qui tend à les mettre en mouvement. Et donc, il y a cette énergie potentielle gravitationnelle. Et donc, finalement, l'énergie marémotrice, en fait, c'est de l'énergie gravitationnelle. C'est intéressant. Bref, c'est illisible et on s'en fiche. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Il y a l'énergie hydraulique. Très important, l'énergie hydraulique. C'est une source d'énergie tout à fait majeure hein, pour l'humanité. Et dont on s'est servi depuis très longtemps aussi. C'est quoi l'énergie hydraulique? Ben en fait, donc vous avez un lac, vous avez de l'eau sur un lac en altitude, et puis vous avez un dénivelé, et vous faites chuter l'eau dans le dénivelé, et donc vous utilisez aussi, et donc l'eau accélère au fur et à mesure qu'elle chute, et donc elle arrive avec une certaine vitesse, et elle peut mettre en mouvement une hélice, une turbine, et donc vous avez à nouveau, vous produisez de l'énergie électrique comme ça. Et donc, en fait, l'énergie que vous récupérez, bien sûr, c'est l'énergie cinétique associée au mouvement de l'eau, mais cette énergie cinétique vient du fait qu'elle a chuté sur une certaine hauteur, et donc c'est de l'énergie gravitationnelle aussi, en fait, l'énergie hydraulique. Intéressant. Mais, sauf que c'est l'énergie gravitationnelle, oui, mais d'où vient l'énergie gravitationnelle associée à l'hydraulique? Parce que, pourquoi il y a de l'eau en altitude, en fait? Parce qu'une fois qu'elle est tombée, l'eau, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en bas de la conduite forcée, là, dans l'usine hydraulique. Bah, d'abord, elle finit dans une rivière, puis elle continue, puis elle finit sur la mer. Et donc, c'est terminé. Ah oui, mais en fait, il y a un cycle de l'eau. Ensuite, l'eau va s'évaporer, va remonter là-haut et redescendre. Mais sauf que pour que l'eau remonte et vienne pleuvoir sur les sommets des montagnes, bah, il a fallu de l'énergie, parce qu'il a fallu prendre l'eau en bas et la mettre en haut. Et donc, passer d'un état à faible énergie potentielle de pesanteur, faible énergie potentielle gravitationnelle, à un niveau plus élevé. Et donc, il a fallu donner de l'énergie. D'où vient-elle? Eh bien, à nouveau, c'est de l'énergie solaire. Donc, en fait, le gravitationnel de l'hydraulique, c'est du solaire, c'est-à-dire c'est le soleil qui a chauffé et qui a fourni l'énergie pour évaporer déjà l'eau de la mer. Ensuite, par des mouvements justement atmosphériques, l'eau s'est retrouvée là-haut et puis elle s'est condensée, et ça a plu et ça a alimenté les cours d'eau et les lacs de montagne. Donc vous voyez, à nouveau, tout ce cycle, c'est intéressant d'avoir, enfin, je trouve, d'avoir ça en tête. Donc en fait, l'hydraulique, c'est du gravitationnel, mais c'est du solaire. Ce qui est vraiment gravitationnel, c'est le marémotrice, c'est la marémotrice ici, enfin l'énergie marémotrice. Ok, qu'est-ce qu'on oublie là? Sans doute des tas de choses, enfin... oui, puis j'ai parlé de l'alimentation. Donc ça, c'est de l'énergie chimique, hein, c'est-à-dire que... Quand on dit, il faut enfin, je vais être un peu polémique et peut-être me faire des ennemis, mais quand on dit il faut utiliser le vélo enfin, disons, pour éviter d'émettre du CO2, etc., il faut utiliser son vélo pour se déplacer. D'accord, mais l'énergie que vous mettez dans le vélo,
elle vient bien de quelque part. Et d'où elle vient? Elle vient de l'alimentation. Et donc la question maintenant, c'est comment l'alimentation a gagné cette énergie. Alors c'est de l'énergie solaire en fait. Mais sauf si, attention, si vous avez l'énergie solaire qui a irradié sur les champs et qui a fait pousser les champs. Mais si vous mangez de la viande par exemple, on sait bien que manger de la viande, en termes de consommation d'eau, consommation et puis toutes les émissions associées, les écologistes nous disent c'est pas bon la viande. Oui, mais alors si c'est pas bon la viande, c'est pas bon le vélo non plus. Donc tout ça, alors je suis volontairement polémique ici, mais le point clé, c'est qu'il n'y a pas de miracle. L'énergie, c'est de l'énergie, elle vient de quelque part, et c'est pas parce que à la fin, l'énergie que vous utilisez, elle a l'air super propre parce que c'est vous qui pédalez, que en fait, c'est une bonne technique. J'en profite pour glisser qu'à mon sens, tant qu'on ne parlera pas... le problème, justement, c'est la quantité d'énergie qu'on met en œuvre. Et quand on est 8 milliards sur la planète, il y a beaucoup d'énergie qui est mise en œuvre, et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, il y aura toujours ce problème sous-jacent d'épuisement des ressources, des matières premières, etc. Donc je pense qu'il serait grand temps de poser la question de la population mondiale, mais alors ça c'est très polémique. Donc, trop tard, je l'ai dit. Mais c'est des questions qu'on ne peut pas dissocier des réflexions générales qui ont lieu aujourd'hui sur l'énergie. Bon, bref, donc il n'y a pas de production d'énergie. Dernier petit point pour le plaisir. Donc, on a dit l'éolien, c'est du solaire. Le charbon, c'est du solaire. Le solaire, c'est du solaire. L'hydraulique, c'est du solaire. L'alimentation, enfin la biomasse, etc., c'est du solaire. Mais le solaire, c'est quoi en fait? C'est-à-dire d'où vient l'énergie du solaire? Ah, mais ça c'est intéressant parce que l'énergie du solaire, on le sait bien, elle est nucléaire en fait. C'est-à-dire que l'énergie solaire, elle vient de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium dans le cœur des étoiles. Et donc en fait, donc la fusion nucléaire. Donc l'énergie solaire, donc l'éolien, donc le charbon, donc l'hydraulique, tout ça en fait c'est de l'énergie nucléaire bien sûr, in fine. Voilà d'où elle vient. Et parce qu'au début de l'univers, enfin disons, on va dire quelques minutes après l'horizon zéro, sur lequel on reviendra dans une autre vidéo, mais il y avait essentiellement que des protons et des neutrons dans l'univers. Et associer ces protons les uns aux autres donne de l'énergie en fait. Parce qu'en fait, la configuration avec des noyaux d'hélium, un noyau d'hélium, c'est 2 protons et 2 neutrons. En fait, dans la configuration d'un noyau d'hélium, on va dire d'hélium 4, donc 2 protons, 2 neutrons, il y a moins d'énergie que dans 2 protons et 2 neutrons séparés. Et par conséquent, les faire fusionner fait passer d'un état de la matière avec pas mal d'énergie à un état de la matière avec beaucoup moins d'énergie. Mais l'énergie se conserve. À nouveau, on en est là. Et donc l'énergie perdue, de la première configuration à la deuxième, elle est forcément quelque part, elle se retrouve quelque part, elle est libérée d'une façon ou d'une autre, elle est libérée sous forme essentiellement de chaleur. Cette chaleur chauffe le cœur de l'étoile, qui chauffe le tour de l'étoile, qui chauffe l'extérieur de l'étoile, et vous avez le Soleil qui est un corps chaud, très chaud en son cœur, 15 millions de degrés, moins chaud à sa périphérie, 6000 degrés à peu près, et du fait de cette température, le Soleil rayonne une partie de son énergie sous forme électromagnétique, sous forme de photons, sous forme de lumière, et c'est cette énergie-là qu'on récupère. Mais donc, au cœur du problème, il y a la fusion nucléaire, enfin, du problème, au cœur de l'émission énergétique du Soleil, il y a la fusion nucléaire. Donc en fait, tout ça, c'est de l'énergie nucléaire, sauf, en fait, sauf donc la marée motrice, on a vu que c'était lié à la gravitation, et c'est ça qui est amusant en fait, à part la marée motrice qui est une énergie purement gravitationnelle, la seule énergie dans tout celle-là qui n'est pas nucléaire, c'est en fait l'énergie nucléaire, parce que
si on remonte un cran plus haut, ok, c'est de l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie qui est dans l'uranium. Mais comment il était fait l'uranium? C'est-à-dire, j'ai dit à l'instant que, disons un quart d'heure après le Big Bang, il y avait enfin, un peu avant un quart d'heure, on va dire 8 minutes. 8 minutes avant le Big Bang, il n'y avait que des protons et des neutrons. Comment s'est fabriqué l'uranium? Ah, très intéressant, parce que donc l'uranium stocke de l'énergie, mais qui est bien venue de quelque part. Alors d'où? Eh bien, l'énergie de l'uranium, et en fait, donc, il faut regarder où, comment éventuellement a été produit l'uranium. Alors l'uranium, en fait, est produit. Alors il y a deux sources possibles. Le détail complet n'est pas connu, c'est-à-dire la proportion des différentes sources n'est pas connue, mais grosso modo, vous avez l'explosion des étoiles en supernova, donc l'explosion des supernovas. Donc à la fin de sa vie, à la fin de leur vie, les étoiles massives explosent en supernova et libèrent une énorme quantité d'énergie qui permet de fabriquer des noyaux qui sont eux-mêmes plus énergétiques que les constituants à partir desquels ils ont été produits, en récupérant justement une partie de l'énergie de l'explosion. Et donc, du coup, ça permet de stocker de l'énergie sous forme nucléaire qui est extrêmement j'allais dire rentable, je veux dire extrêmement... enfin, c'est une énergie très dense au sens où peu de matière correspond à beaucoup d'énergie. Bref. Donc, dans les supernovae, vous fabriquez de l'uranium. Mais d'où vient l'énergie de l'explosion de la supernova? Ah, alors en fait, ce qui se passe dans l'explosion, pour expliquer l'explosion d'une supernova, c'est que vous avez donc l'étoile qui fonctionne, comme je l'ai dit, en faisant fusionner des noyaux, qui libèrent de l'énergie, qui chauffent le cœur de l'étoile et donc qui accroissent sa pression et qui font que l'étoile ne s'effondre pas sur elle-même, parce que la gravitation, évidemment, la ferait s'effondrer. Et donc, vous avez cette température qui crée une pression qui résiste à l'effondrement de l'étoile. Mais à la fin de la vie de l'étoile, lorsque l'étoile ne peut plus fusionner des noyaux pour produire de l'énergie, précisément parce qu'elle les a déjà fait fusionner, donc il n'y a plus d'énergie à produire, eh bien elle n'est plus capable donc d'introduire de l'énergie au cœur de l'étoile et donc de chauffer, donc de maintenir la température et donc maintenir la pression, eh bien l'étoile s'effondre sur elle-même. Et en s'effondrant, elle devient de plus en plus dense, se forment des processus de formation d'étoiles à neutrons avec transformation de protons et d'électrons en neutrons, etc. Je ne rentre pas dans ces détails, mais il se forme un cœur très très dense sur lequel viennent rebondir les couches externes de l'étoile, et ça libère l'énergie et sous forme cinétique, sous forme d'explosion, c'est-à-dire de mouvement des particules. Donc en fait, l'énergie de la supernova permet de fabriquer l'uranium, qui permet de fabriquer du nucléaire, en fait, cette énergie-là, elle vient de l'effondrement de l'étoile, dont la cause est l'énergie gravitationnelle qu'il y avait, donc sous forme gravitationnelle, sous forme latente de pouvoir être mise en mouvement par l'action de la force gravitationnelle. Donc, en fait, cette énergie nucléaire, elle est gravitationnelle. Alors, j'ai dit qu'il y avait 7 sources possibles pour l'uranium. Il y a une autre source possible, c'est la coalescence de deux étoiles à neutrons. C'est des choses que certains d'entre vous ont sans doute entendu parler. Donc deux étoiles à neutrons, elles-mêmes résultat d'explosions de supernova. Lorsqu'elles sont en couple, comme ça, perdent de l'énergie en rayonnant des ondes gravitationnelles et finissent par coalescer. Et là libérer énormément d'énergie, mais qui à nouveau est d'origine gravitationnelle. Donc finalement, tout ça, le solaire, le charbon, l'éolien, l'hydraulique, tout ça, c'est de l'énergie solaire, donc nucléaire. Par contre, l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie d'uranium, donc si on remonte un cran plus haut, ce n'est pas nucléaire. Justement, c'est gravitationnel au contraire, comme la marée motrice. Bon. Eh bien, alors oui, je n'ai pas parlé de l'énergie thermique elle-même, c'est-à-dire vous pouvez prendre, par exemple, ah, intéressant, allez, juste pour finir, la géothermie, par exemple. Géothermie, c'est quoi? Vous utilisez le fait que vous avez des sources chaudes ou bien profondément au cœur de la Terre, c'est plus chaud qu'à l'extérieur, et donc vous pouvez
vous pouvez récupérer de l'énergie thermique. Alors, il faut faire un peu de thermodynamique, j'en parlerai une autre fois, il y a besoin d'une source chaude, d'une source froide, mais en tout cas, donc, vous avez une différence de température entre en gros, profondément sous terre, et donc parfois ça remonte par des courants, bref, vous connaissez le principe de la géothermie. Donc vous avez une différence de température entre deux éléments, et vous pouvez récupérer une partie du flux d'énergie qui passe du chaud vers le froid pour extraire du travail, faire tourner une turbine et faire de l'électricité. Hein, c'est toujours un peu le même principe. Mais alors, d'où vient l'énergie de la géothermie? Pourquoi c'est plus chaud? Alors ça, c'est intéressant aussi, en fait, parce que je crois qu'il faudrait vérifier auprès de géologues qui connaissent ça bien mieux que moi, évidemment, mais je crois que c'est 50% à peu près de l'énergie produite au cœur de la Terre. En fait disons, le flux d'énergie vers la Terre, il y a le flux qui vient du Soleil et qui chauffe la Terre et qui, du coup, évidemment, après, la Terre rayonne son énergie parce qu'elle a une certaine température moyenne, elle rayonne dans l'espace qui, lui, est beaucoup plus froid. Mais il y a aussi une production d'énergie au cœur même de la Terre. Et cette production d'énergie, c'est quoi? Eh bien, justement, c'est de l'énergie nucléaire de la radioactivité naturelle, hein, parce qu'évidemment, il y a de l'uranium dans le sous-sol, mais il y a d'autres éléments radioactifs, et en se désintégrant, libère l'énergie accumulée sous forme nucléaire, et donc réchauffe la Terre, et donc l'énergie de la géothermie, en fait, vient du nucléaire, mais du nucléaire d'éléments radioactifs qui eux-mêmes viennent de l'explosion des supernovas, et donc finalement c'est quand même gravitationnel. Bon voilà, c'est un petit jeu que vous pouvez sans doute étendre à d'autres formes d'énergie ou d'autres intermédiaires. Bon, essentiellement, ce que je voulais dire dans cette vidéo pour résumer vraiment en 3 mots, d'abord, c'était qu'est-ce que c'est que l'énergie? Et donc l'énergie, c'est ce qui permet d'induire, enfin, c'est ce qui intervient dans les transformations, mais c'est ce qui, transformation physique ou chimique, enfin, transformation de l'état du monde, hein, de l'état matériel du monde. Donc, c'est ce qui intervient dans ces transformations, mais c'est précisément ce qui, dans ces transformations, ne varie pas, reste identique à soi-même. Donc l'énergie se conserve par définition, donc on ne peut pas la produire, on ne peut pas la consommer, on peut lui faire changer de forme. Et puis, en fait, oui, c'est essentiellement ça. Et puis voilà, de jouer à ce petit jeu, de voir comment justement les différentes formes d'énergie qui sont présentes et comment on passe de l'une à l'autre de façon en fait... Enfin, tout le temps, enfin, à chaque fois qu'il y a une transformation en fait, physique, il y a de l'énergie qui passe d'une forme à une autre. Et on peut être assez intelligent et exploiter ça à des fins humaines pour transformer de l'énergie sous une forme qui n'est pas directement accessible en une forme accessible. Alors, pour finir, faisons remarquer quand même que le vivant, l'écosystème, est extraordinaire a été extraordinaire dans sa capacité à tirer essentiellement l'énergie du Soleil, hein, donc l'énergie nucléaire en son cœur, pour produire des molécules qui elles-mêmes emmagasinent de l'énergie et dont on peut se nourrir pour mettre en œuvre du travail, soit pour produire d'autres éléments, etc., enfin d'autres molécules, d'autres formes de matière, donc toute la diversité du vivant, mais aussi minérale d'ailleurs, hein, parce que dans la transformation des roches, c'est pareil, il y a de l'énergie qui est mise en jeu. Toute transformation est associée à une énergie mise en jeu. Hein. Donc, voilà, donc la biomasse, l'écosystème, et de façon à pouvoir utiliser cette énergie par l'intelligence absolument incroyable du biologique, enfin de l'écosystème, de pouvoir transformer ça in fine en mouvement, et je peux me déplacer.
Bon, ben voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais. Je crois qu'on est... Oula, je vois sur l'horloge là qu'on est quasiment à 1 heure de vidéo. Bon, c'était un peu long, je suis désolé, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine, aussi rapidement que possible. Et en attendant, que les astres vous soient cléments.